toutes et à tous et bienvenue sur New World Sport. La Coupe du Monde 2026 entre dans sa phase décisive et suscite de nombreuses analyses pour décrypter les grands enseignements de cette édition. Nous recevons aujourd'hui un international malien qui a porté à quelques reprises le maillot des Aigles du Mali. Avec lui, nous reviendrons sur les temps forts du tournoi, les performances des équipes africaines, les joueurs qui marquent notamment cette Coupe du Monde, ainsi que les équipes les mieux placées pour aller au bout de la compétition. Notre invité est donc M. Lassana Fané. Bonjour M. Fané et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour également, c'est très ravi d'être là. Avant de parler de cette Coupe du Monde, permettez-moi un peu de revenir sur votre parcours personnel. Alors, vous avez porté le maillot des Aigles du Mali à quelques reprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que représente encore pour vous cette période de votre vie? D'abord, je remercie le bon Dieu. Je remercie également mes parents qui ont fait un suivi durant ma carrière. Et porter le drapeau national, c'est une immense fierté. C'est un moment incomparable et je remercie le bon Dieu pour ce bon moment. Avec le recul aujourd'hui, si vous devriez choisir un moment qui vous a le plus marqué durant votre expérience chez les Aigles du Mali, quel serait ce moment? C'était lors de la Coupe d'Afrique 2010 en Angola, où le Mali est terminé 4-0. On a fait une remontada historique. Nous, on a rencontré, on a été remplacé. On est remonté vers la fin du match, les 10 dernières minutes, et le Mali a fait une remontada historique. C'est un moment qui sera gravé dans ma mémoire. Effectivement, une remontada historique, on s'en souvient tous comme si c'était hier. Alors, est-ce que le fait d'avoir joué en tant qu'international, avoir atteint le haut niveau, est-ce que cela change aujourd'hui votre façon de regarder une Coupe du Monde? Est-ce que vous avez un regard plus analytique, plus d'émotion, plus que le supporter lambda? C'est normal, on a un regard analytique et plus d'émotion encore, puisque nous, on regarde le match étant comme les acteurs, puisqu'on a déjà vécu. On ne peut pas regarder comme les supporters qui sont là seulement de supporter les moments forts. Et nous, on est là, on regarde le match et on décortique toutes les actions. Donc, moi, je me mets à leur place aujourd'hui. Je regarde le match comme un technicien. Entrons dans le vif du sujet, je vais dire cette Coupe du Monde 2026 qui est aujourd'hui à sa phase décisive. Depuis le début de ce tournoi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent? Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le deuxième match de Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'on ne le verra plus lors d'une mondiale. C'est ça qui m'a trop marqué. Effectivement, et oui, Cristiano Ronaldo qui a marqué toute une génération et qui va certainement manquer à beaucoup de fans du football. Cette édition est la première édition à 48 équipes. On sait que la réforme avait été effectuée depuis un moment, mais c'est cette année que ça a commencé. Alors, avec le recul, comment est-ce que vous voyez une Coupe du Monde à 48 équipes? D'aucuns pensent que ça a plus ou moins un peu baissé le niveau des matchs. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, effectivement, plus ou moins, parce que quand on regarde les matchs, il y a les qualités individuelles qui commencent à disparaître, à part quelques équipes. Et généralement, ces équipes-là, ils sont dans de bonnes positions pour la course du sacré. Bon, moi, je pense que cette mondiale, quand je regarde, et ce que je peux noter, c'est que les qualités individuelles disparaissent et je regarde plus le côté collectif des équipes. Quels enseignements vous pouvez tirer de tous les matchs qu'on a pu voir jusque-là depuis le début de cette Coupe du Monde? Quel enseignement, si vous devrez en énumérer quelques-uns, qu'est-ce que vous direz? Moi, je serais trop penchant sur le côté africain. J'ai été content de leur parcours. Quand on regarde les équipes africaines, vraiment, ils ont répondu à l'appel à part la Tunisie. C'est ce que moi je remarque et je suis très content de leur parcours. Justement, nous allons revenir sur le parcours des sélections africaines. On sait que l'Afrique avait 10 représentants cette édition et 9 ont pu passer dans les 16e de finale, à part la Tunisie, comme vous l'avez dit. Mais on sait également que dès les 16e de finale, 7 de ces 9 qualifiés ont dû claquer la porte, quitter la compétition. Comment vous expliquez cette difficulté des équipes africaines à franchir ce palier? Bon, peut-être que toutes les équipes africaines ont généralement eu les mêmes difficultés.
c'est la gestion des temps forts, surtout les fins du match. Quand on regarde seulement les buts qu'on récolte, ce sont les buts marqués vers la fin du match. Je pense que les équipes africaines doivent beaucoup pencher sur la gestion des temps, parce que dans le football, il y a deux temps, le temps fort et le temps faible. Et il y a trop de ratés sur les côtés africains aussi. Parce que si on essaie de faire une petite comparaison entre les pays européens, vous allez voir, s'ils ont deux occasions, ils mettent à peu près un. Bon, alors que les Africains, on passe à côté jusqu'à ce qu'on trouve de la difficulté. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vers la gestion des matchs vers la fin du match. Ouais. À ce niveau de la compétition, la différence se joue-t-elle davantage à quel niveau? Est-ce que c'est l'aspect tactique sur le plan mental ou c'est l'expérience qui prend le dessus? Moi, je dirais plus le tout, puisque le football se résume sur 4 grands points. Côté tactique, technique, physique et mental. Mais ce que je rajoute cette fois-ci, c'est le côté collectif. Vous allez voir que les équipes qui sont à la course là, collectivement, c'est de bonnes équipes. Parlant des équipes africaines, malgré l'élimination de ces 7 équipes sur les 9 qui ont passé le second tour, comme je l'ai dit, quel élément positif quand même vous retenez globalement de la participation africaine jusque-là dans cette Coupe du Monde? Je pense que leur campagne a été héroïque. Hein. Toutes les équipes africaines, je répète encore, à part la Tunisie. Si vous regardez les équipes comme Cap-Vert, que toutes les équipes du monde entier ont eu la difficulté de les battre. Et il faut voir dans leur poule, il y avait l'Espagne, il y avait Uruguay, qui sont les candidats potentiels pour le sacré. Et ils n'ont pas été battus facilement jusqu'à ce qu'ils tombent sur le champion du monde, l'Argentine. Bon, moi, je pense que franchement, sur le côté capverdien, j'ai eu beaucoup de satisfaction. Et quand on regarde aussi l'équipe marocaine aussi, vraiment chapeau. Si vous devriez choisir une équipe africaine qui vous a le plus marqué jusque-là? Bon, moi, je dirais l'équipe capverdienne. Puisqu'avec les gros morceaux, le Sénégal, le Maroc, ce n'est pas une surprise. Mais vous, si vous regardez le Cap-Vert, une petite nation, et qui arrive à faire ce parcours, vraiment, c'est génial. Ouais. Est-ce que vous pensez que pour les prochaines éditions, notamment en 2030-2034, les équipes africaines vont progresser et arriver à franchir, je vais dire en masse, le cap des huitièmes de finale et se retrouver peut-être avec 3 ou 4 équipes en quart de finale? Est-ce que vous pensez que les équipes africaines sont capables de 4 ans? Mais pourquoi pas? Puisque si vous regardez les éditions passées, les équipes africaines ont toujours de la difficulté de sortir dans les phases de poule. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. Bon, moi, je pense que surtout, ils ont beaucoup tiré des leçons. La gestion des matchs, surtout vers la fin du match, je pense qu'on va tirer beaucoup de leçons. Et la Coupe du Monde qui va suivre, là, et il y aura trop de surprises. Ouais. Au-delà des équipes, cette Coupe du Monde est aussi marquée par des performances individuelles. On va un peu en parler aussi. Quel regard vous portez sur le niveau technique des joueurs depuis le début de cette Coupe du Monde? Qualité technique, intensité, évolution dans le jeu. Quel est votre regard global sur l'aspect technique des joueurs durant cette Coupe du Monde? Je ne peux pas parler d'aspect technique des joueurs sans souligner les équipes africaines encore. Surtout les jeunes espoirs de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de l'Égypte. Il y a un petit qui joue avec l'Égypte, Assam Hossein, c'est un couloir. Et un petit aussi également qui joue avec Maroc, il s'appelle Boadi, il joue au milieu du terrain. Et le petit Dinao de la Côte d'Ivoire, vraiment chapeau. C'est les jeunes qui nous ont vraiment émerveillés lors de cette campagne mondiale. Est-ce qu'il y a une révélation particulière qui vous a marqué, un jeune joueur qui s'est éclos et qui jusque-là vous a vraiment tapé dans l'œil? Oui, je suis toujours dans le côté africain et c'est différent d'être raciste. Vraiment, j'ai été épaté de leur qualité individuelle. Surtout le petit qui joue avec Côte d'Ivoire, Inao. Non, s'il a la balle dans ses jambes, vraiment, on se régale. Je l'apprécie beaucoup. Plusieurs grands joueurs étaient également très attendus dans cette Coupe du Monde. Lesquels ont répondu présents et lesquels vous ont déçu jusque-là, sur les grands noms qui étaient attendus dans cette Coupe? Vraiment, si on veut parler des grands noms, la déception, ça vient du côté du Portugal, avec tous ses effectifs, avec tous ces joueurs qui jouent dans les équipes d'élite. Et on peut citer Bruno, on peut citer Vitinha, on peut citer Neves.
Vraiment, ils ont passé à côté de leur campagne mondiale. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont répondu à l'appel, tels que Mbappé, Messi qui est toujours égal à lui-même. Et il y a Olysée aussi qui a fait un très bon parcours. Et les autres aussi. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, quel joueur vous semble le plus à même capable de porter son équipe jusqu'au sacre mondial, c'est-à-dire ce joueur-là qui peut décider de la tournure d'un match et qui est capable aujourd'hui de porter sa sélection jusqu'au sacre mondial le 19 juillet prochain. D'après Aimé Jacquet, on ne peut pas remporter une Coupe du Monde sans avoir un génie dans ton rang. Si vous regardez l'Argentine, le génie c'est Messi. Vous regardez qui d'autre encore là? La France, il y a Mbappé là-bas. Et l'Angleterre aussi, il y a Harry Kane et puis Bellingham. Je pense que c'est vraiment les équipes qui ont le potentiel pour remporter ces sacres. D'accord. Intéressons-nous maintenant à cette dernière ligne droite de la compétition. À l'heure où nous réalisons cet entretien, quelles sont les équipes qui vous semblent avoir les meilleurs arguments pour aller au bout de cette Coupe du Monde? Bon, moi, je dirais plutôt la France, puisqu'ils ont un collectif très très solide et ils ont des qualités individuelles qui créent toujours la différence par rapport aux autres équipes. Surtout les 4 joueurs offensifs, il y a Dembélé, le détenteur du Ballon d'Or, il y a qui d'autre? Il y a Olysée, il y a Mbappé. Vraiment, c'est difficile de les arrêter. Je pense que la France, ils ont tout le potentiel pour remporter ce sacre. Les matchs à élimination directe se jouent souvent sur les détails. On le sait tous, on a vu des exemples. Oui. L'Argentine qui a renversé l'Égypte qui menait 2-0. Également la Belgique qui a fait pareil face au Sénégal. Quel sera, selon vous, le facteur qui peut faire basculer cette fin de Coupe du Monde dans les matchs qui restent? Est-ce que ce sera la qualité individuelle, le collectif, l'expérience ou bien surtout la gestion de la pression, comme vous le mentionnez tantôt? Oui, je dirais l'expérience, mais surtout sur le côté mental, parce qu'il faut être costaud mentalement. Si ce n'est pas l'Argentine qui a déjà remporté ce trophée, mené 2-0, et vers la fin du match, faire une remontada, je pense qu'il faut avoir un mental solide pour avoir ces arguments. Avant de conclure cet entretien, selon vous, quel souvenir cette Coupe du Monde 2026 laissera-t-elle aux amoureux du football? C'est-à-dire, dans quelques années, quand on doit parler de cette Coupe du Monde 2026, pour vous, quel sera le souvenir qui reviendra le plus? Bon, il y a des mauvais souvenirs comme il y a des bons souvenirs aussi. Je me rappelle, ça va être aggravé dans les mémoires des gens. Surtout un joueur qui a reçu un carton rouge, on l'a fait encore rejouer. Au moins, je me souviens que je dis halte à la politique dans le sport. C'est un souvenir amer. Vraiment, on ne veut pas voir ça dans le football. Et je répète encore, quand Cristiano il va céder la scène mondiale, vraiment, c'est quelque chose qui sera gravé dans nos mémoires. Et pour finir, quel message vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui suivent exclusivement cette Coupe du Monde sur les chaînes New World Sport? Bon, moi, je pense que le football est un facteur d'union, un facteur de rassemblement. C'est à nous maintenant de profiter. Célébrons la magie du football, puisque vous allez remarquer devant les écrans, il y a les milliers de cœurs qui se battent à l'émission. Et aussi, célébrons aussi la diversité et la passion que nous anime tous. Merci beaucoup, Lassana Fane, d'avoir partagé votre analyse avec nous. Je rappelle, vous êtes un ancien international malien qui a porté à quelques reprises le maillot des Aigles du Mali. Merci également à vous, chers téléspectateurs de New World, de nous avoir suivis. À très vite sur les chaînes New World Sport.